Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui me tient à cœur depuis assez longtemps, que j'ai mis un petit peu de temps à faire, mais voilà, je la fais aujourd'hui, donc c'est une vidéo d'anniversaire. Ça fait donc un an que j'ai démarré cette expérience, à quelques semaines près. Et donc c'est l'heure du bilan, bien sûr. On va voir ensemble un peu quel est le résultat de cette expérience au bout d'un an. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que la stratégie d'optimisation que je vous conseille depuis un an et que je mets en place et que je démontre dans ces vidéos, est-ce qu'au final les résultats sont probants ou pas, et est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça ce sera pour le début, et puis on tâchera de répondre ensemble à cette grande question en deuxième partie, mais qui est: et si j'avais été pay to win? Et si j'avais dépensé un petit peu, moyennement ou beaucoup d'argent dans le jeu, qu'est-ce que cela aurait changé? Qu'est-ce que j'aurais pu obtenir? Qu'est-ce que j'aurais fait de différent, ou qu'est-ce que ça aurait impliqué dans le niveau de mon compte, en fait. Voilà, donc on verra ça ensemble, puisque pour ceux qui découvrent un petit peu ou qui ne sont pas encore familiers avec la chaîne, mais le principe c'était de faire une expérience en free-to-play, c'est-à-dire que je ne dépense pas un centime dans le jeu, et malgré tout en mettant une stratégie dès le départ basée sur certains points clés du jeu. Est-ce qu'on peut avoir un niveau très élevé rapidement, et avoir on va dire des éléments assez solides pour être performant, ou du moins avoir certaines ressources en nombre conséquent, de la même manière que si j'avais payé pour avoir ces ressources. Donc on verra ça au fur et à mesure. Alors cette année, c'est quand même assez vite. Alors mon objectif n'est pas complètement atteint, pour plusieurs raisons. Mon objectif c'était d'être au minimum niveau 60 en un an, voire moins. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas pu atteindre le niveau 60 dans les dernières semaines là, qui se sont écoulées? Pour la simple et bonne raison que le calendrier a été modifié. Le calendrier des événements a été modifié il y a quelques semaines, et j'avais l'intention de m'appuyer sur un des événements phares d'Empire & Puzzle, sur un événement défi qui est le Pays des Merveilles, vous savez, qui est un des événements défis qui se joue encore en 15 étapes, et qui est extrêmement rentable à farmer, d'accord? Et la veille du lancement du défi, Small Giants a décidé à la dernière minute de remplacer l'événement en question par un autre événement plus récent, qui était le cirque plus d'étoiles, je crois, ou un événement comme ça. Et du coup, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, les nouveaux événements défis ne sont pas aussi rentables que les anciens. Ils se font en 10 étapes, et bien sûr, on est très très loin des standards habituels, hein, en termes de gain d'XP et de récompenses. Donc c'est ce qui a complètement chamboulé un petit peu mon objectif, et vous voyez, depuis j'ai un petit peu ramé pour essayer
de rattraper le retard, mais bon, je suis à, j'ai quand même, je suis à un petit peu à 79% d'avoir complété mon dernier niveau pour atteindre le niveau 60. Donc voilà. Donc voilà, niveau 59 complété à 21% aujourd'hui. Euh, Mon bastion est au niveau 24. La plupart de mes bâtiments de ressources, donc les greniers, les stockages de, qui sont les stockages de nourriture, les fermes, les stockages de fer et les mines, sont tous au niveau 20 minimum. Et pour certains, voire ce sont déjà des bâtiments avancés, hein, comme les stockages de fer, j'ai complété pour l'instant donc un bâtiment de stockage de fer avancé au niveau 10. J'en ai un au niveau 7 et pour essayer de gagner un petit peu de temps, j'ai passé un troisième niveau, un troisième stockage de fer en niveau avancé que je vais essayer de monter rapidement cette semaine pour avoir suffisamment de fer pour pouvoir monter et lancer mon bastion au niveau 25, qui est le plus haut niveau du bastion pour l'instant. Voilà. Donc au niveau du camp, voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'ai focalisé vraiment sur les ressources. J'ai un camp d'entraînement 20, un camp d'entraînement 3, un camp 11 et un camp 4. Toutes les forges sont au niveau 1, je ne les ai pas fait évoluer. Les maisons sont au niveau, j'en ai deux au niveau 10 et une au niveau 9. Ma tour de guet que j'ai montée un petit peu rapidement il y a quelques jours, il y a 10 jours à peu près c'est juste pour avoir un petit peu de stockage de fer en rab. C'était pour lancer mon bastion au niveau 24 et ça m'a juste pris quelques heures pour, pour le faire évoluer. Donc on va dire que c'était du rapide et ça a été efficace, quoi. J'ai pu lancer mon bastion au niveau 24 assez rapidement grâce à ça. Du moins plus rapidement que si j'avais lancé mon, mon stockage de fer au niveau 8. Voilà. Donc voilà au niveau du camp. Donc qu'en est-il des ressources? Donc en termes de ressources, en termes de jambon précisément, en termes de nourriture, donc comme vous le savez, je n'utilise pas du tout le camp 20, en fait j'utilise le camp 18 qui me sert principalement de banque de nourriture. Je stocke toutes mes ressources de nourriture pour l'instant dans le camp 18, ce qui me permet d'avoir accumulé aujourd'hui un peu plus de 109 millions de jambons. Voilà, donc c'est assez conséquent. On l'a vu dans la série que j'ai faite sur le Hero Challenge où je me servais du camp d'entraînement 3 pour faire évoluer des héros 3 étoiles et 4 étoiles assez rapidement. Et le but vraiment c'était de vous montrer qu'à un certain niveau de stockage de nourriture, bon ben c'est fini, quoi. Vous n'avez plus du tout de soucis de nourriture. Vous pouvez vous en servir comme bon vous semble. Vous pouvez gaspiller. Il y a très peu de chances pour que vous soyez vraiment à court. Pour vous donner un exemple, pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si vous aviez gagné un loto ou un euro-million, quoi. Si vous avez 1 ou 2, 3 millions d'euros, c'est quand même confortable, je vous l'accorde, mais c'est bien moins confortable que si vous aviez 109 millions d'euros. Voilà. Donc ce qui fait que votre rapport après à la dépense, il va pas être le même. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vous encourage à gaspiller, mais ça veut simplement dire que le souci de ressources qui est le jambon et qui est une ressource essentielle dans le jeu,
car sans nourriture, vous ne pouvez pas faire évoluer vos héros, vous ne pouvez pas faire évoluer vos troupes, vous ne pouvez pas faire évoluer vos mines, etc., etc. Donc, c'est quand même une des ressources les plus essentielles dans le jeu. Et aujourd'hui, bon ben voilà, c'est une ressource que j'ai en quantité assez phénoménale. Et encore, c'est que le début. Voilà, on va en discuter. Je vais y revenir dans quelques minutes, mais voilà. Donc, un peu plus de 109 millions de jambons. Si je compte un peu les caisses de jambon dans l'inventaire, voilà, j'ai peut-être même 110 millions. Enfin, je sais pas. C'est peut-être même pas, mais bref. J'en ai pas mal. En ce qui concerne les matériaux. Alors, donc ça, c'est les jetons, tout ça, pour les invocations, on verra ça après, mais en matériaux d'évolution, alors, j'ai donc des matériaux 4 étoiles, ce qui vous permet de monter des héros 5 étoiles, en fait, ce dont vous avez besoin. Vous le voyez, il n'y a que deux matériaux en fait, que je n'ai pas suffisamment pour monter les héros de la couleur correspondante, c'est les anneaux mystiques. Il m'en manque encore deux pour pouvoir monter un 5 étoiles. Et les télescopes, il m'en manque deux aussi pour monter un 5 étoiles bleu. Les anneaux mystiques, c'est pour les héros rouges, hein, les héros de feu. Tout le reste, que ce soit pour du vert, du jaune et du violet, il n'y a pas de souci. Ok, je peux les monter sans problème. Voilà, c'est ça, sans aucun souci, comme vous le voyez, j'en ai 6, 7, 8, c'est pas un souci. Les recueils taïtiques, j'en ai 13. Voilà. Après des matériaux 3 étoiles, j'en ai pas mal aussi. Hein. Des boussoles, des gants, des lampes cachées, des orbes, des boucliers, des outils de conception de pièges et des capes chaudes. Bon, voilà, c'est assez commun dans le jeu. Je suis jamais en manque en fait. Vous voyez d'ailleurs hein, des orbes, que ce soit des orbes, des gants fins, des boucliers, j'en ai utilisé il n'y a pas longtemps, des boussoles aussi, j'en ai utilisé pas mal. J'en avais plus d'une vingtaine, donc j'étais entre 20 et 30 à chaque fois donc, pour ces matériaux-là, et j'en ai utilisé quelques-uns. Ensuite, les kits d'aventurier, donc les sacs à dos, les épées d'entraînement, les habits en lambeaux et les manuels d'entraînement. C'est les matériaux qui nous permettent de fabriquer, de transformer nos recrues en héros 1 étoile, 2 étoiles ou autres. Du moins, c'est les matériaux dont on a besoin à utiliser dans les camps d'entraînement. Donc voilà, à l'heure actuelle, j'ai 9000 sacs à dos, un peu plus de 5700 épées, 8363 habits en lambeaux, et les manuels d'entraînement, j'en ai plus de 7700 aussi. Donc voilà, là encore, on va dire que la stratégie elle a été assez payante, puisque les matériaux d'évolution que j'utilise le plus quotidiennement, ce sont les manuels d'entraînement. Voilà, j'en ai pas mal. Les épées d'entraînement, hein, vous l'avez vu dans la série de vidéos que j'ai faite sur le Hero Challenge, que j'ai appelé le Hero Challenge, où j'utilisais des épées d'entraînement dans le camp d'entraînement 3 pour fabriquer des héros 1 étoile et m'en servir pour faire évoluer mes héros 3 étoiles et 4 étoiles, voire même un 5 étoiles, mais surtout les 3 étoiles et les 4 étoiles. Et chaque jour, quotidiennement, je faisais une vidéo où je vous montrais qu'avec en dépensant, quand on a des milliers comme ça d'épées et d'autres matériaux d'évolution, et bien pendant un peu plus de 10 jours, j'ai pu faire évoluer un héros 3 étoiles et 4 étoiles
jusqu'au bout, d'accord, jusqu'au maximum. Et malgré tout, il me reste encore des épées d'entraînement. Donc, et vous le voyez, hein, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Et j'en ai toujours 5700. Donc un peu plus de 5700. Donc voilà, voilà le principe de, de, de cette stratégie. Il était là, hein, c'était d'avoir en quantité phénoménale des objets dont on a vraiment besoin et dans le jeu et focaliser ma stratégie sur amasser vraiment toutes ces ressources essentielles dans le jeu pour ne pas avoir à courir après constamment euh, dans les événements et chercher les soi-disant étapes les plus rentables en sac à dos, en épée, en ci, en ça, puisqu'au final, c'est toujours, c'est toujours faire le choix de compromis pour avoir certains types de matériaux. Et, euh, et en fait, moi, le but, c'était vraiment de m'affranchir de ça. Donc, donc je suis assez content du résultat pour l'instant. C'est pas optimal encore, hein, mais, mais c'est payant. Ça a été payant. Pareil pour les matériaux de fabrication. Mon objectif, c'était d'avoir un maximum d'os de dragon, de fragments de météorites, de pépites d'orichalque. Donc, comme vous voyez, j'en ai quand même des quantités assez sympas. Je vais vous expliquer justement pourquoi dans quand on va reparler vraiment de la stratégie en détail. Mais voilà, vous savez que les pépites, tout ça, tous ces matériaux 4 étoiles de fabrication, ils nous servent dans le laboratoire d'alchimie, dans le pavillon de chasse, tout ça pour concevoir des objets de combat ou des objets d'évolution ou de fabrication. Donc ça sert énormément. Moi, mon but, il était quand même tout autre aussi. Ce que je cherchais vraiment avec ces matériaux, c'était à m'en servir en laboratoire d'alchimie. L'avant-dernier niveau du laboratoire d'alchimie, en fait, c'est ma deuxième source de stockage de nourriture. C'est ma deuxième source, c'est ma deuxième banque en fait de nourriture, qui au final va devenir par la suite ma principale source de stockage de nourriture. Et c'est ce qui me permet en fait d'avoir cette fois-ci plusieurs centaines de millions de nourriture en stock. Et donc là, bon, ben, pareil, hein, vous avez plus jamais besoin de courir après la nourriture, quoi. Voilà. Sur mon compte avancé, je veux dire, c'est ce que c'est le cas en fait. J'ai plusieurs centaines de millions de jambons de nourriture stockés sur le camp 18 et sur le laboratoire d'alchimie au niveau 9 qui me permettent ben, voilà, de ne pas trop avoir à réfléchir sur ce type de ressources. Voilà. J'ai accumulé aussi pas mal, vous le voyez, les jetons gris et les jetons d'invocation. On va y revenir un petit peu après. Voilà, donc voilà le résultat, voilà le bilan de ces 1 an de stratégie d'optimisation. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans cette stratégie encore qui est déjà, où j'ai quand même des résultats relativement sympas, mais qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Et la deuxième question va être aussi, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les changements et les bouleversements d'événements là, qui sont en train d'être opérés dans le jeu par Small Giant, éditeur du jeu, bah c'est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est toujours possible. Alors, je le répète, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un amalgame un petit peu avec ce que je préconise. Pas tout le monde comprend un peu ma stratégie. Il faut comprendre que
Donc j'ai plus de 3 ans d'expérience avec ce jeu. Et ce qui m'a le plus frustré finalement les premières années, c'est d'avoir perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce que on fait partie d'Alliance, on est nouveau, on écoute beaucoup les conseils des joueurs plus expérimentés, ce qui est tout à fait normal, et ils le font dans un but bienveillant, hein, c'est pour vous aider à aller plus vite, à progresser. Et donc vous écoutez les plus anciens, vous écoutez les uns et les autres, ceux qui ont des bons résultats. Et, euh, et ce qui fait qu'au final, vous essayez plein de choses, plein de stratégies différentes, mais vous n'avez pas une vision. Vous n'avez pas vraiment un objectif clair dès le départ. Et donc vous allez essayer de vous attaquer à un petit peu tout. L'évolution du camp, il est un petit peu anarchique. On délaisse certains bâtiments au profit d'autres. Mais le problème, c'est que on peut pas, on le fait pas dans un esprit de logique où on se dit, ben voilà, je vais faire évoluer la caserne et puis on verra les ressources après. Vous voyez. Et donc c'est un peu ce qui m'était arrivé avec mon premier compte. Et puis après, bon, bien sûr, il y a aussi les autres youtubeurs, hein, parce que bon, il y a 3 ans, on n'était pas aussi nombreux, mais il y avait déjà pas mal de youtubeurs qui donnaient aussi pas mal de conseils, qui allaient plus ou moins tous dans le même sens, mais pas tout le temps. Et donc, vous écoutez les uns les autres, et puis eux aussi, ils vous donnent des conseils. Ils vous donnent des conseils, hein, ils sont comme moi, on donne des conseils dans l'optique d'aider les gens. Seulement, c'est pareil, on se disperse beaucoup, et puis on perd aussi pas mal de vue que beaucoup de joueurs sont des joueurs qui dépensent de l'argent dans le jeu. Aussi bien les youtubeurs que les joueurs dans les alliances, hein. N'oublions pas que les youtubeurs sont tout simplement des joueurs qui partagent tout simplement leur expérience. Donc ça reste des joueurs et, euh, et ils font mieux pour vous expliquer certaines choses. Mais voilà, il ne faut pas perdre de vue aussi que la plupart des joueurs et des gros joueurs dépensent un minimum d'argent dans le jeu. Certains dépensent des fortunes. Et, euh, et c'est pareil, c'est des choses que j'ai découvert vraiment avec le temps et qui m'ont fait comprendre pourquoi est-ce que j'avais perdu beaucoup de temps à- dans mon évolution personnelle. Et donc, mon but, ça a été vraiment d'essayer d'établir une stratégie logique et au final que j'ai appelé une stratégie d'optimisation, mais qui avait un but bien précis. Et donc j'ai redémarré donc un nouveau compte, donc celui-ci, et j'ai partagé mon expérience au fur et à mesure des vidéos pour vous montrer et vous démontrer la progression avec cette stratégie. La stratégie était basée sur quoi? Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la stratégie d'optimisation, elle est basée sur le temps. D'accord? Parce que le temps est votre atout majeur dans ce jeu. Et comment est-ce qu'on obtient du temps? On obtient du temps en se focalisant sur une chose, votre évolution personnelle. D'accord? L'évolution d'XP, l'obtention d'XP. Pourquoi? Parce que au plus vous avez d'XP, au plus vous avez d'énergie d'empire, donc d'énergie de jeu. Et au plus vous avez d'énergie pour jouer, au plus vous avez donc du temps de jeu. Ok? Et ce temps vous est précieux. Et au plus vous optimiserez ce temps, au plus vous avancerez rapidement. Toute la stratégie d'optimisation, elle est là. C'est de ne jamais perdre de vue que votre ressource la plus importante dans le jeu, ce n'est pas les gemmes, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le fer, ce n'est pas tout le reste, les matériaux de fabrication, l'évolution. Votre ressource première, c'est le temps. Le temps, c'est l'XP. Vous le gagnez avec de l'XP. Donc, au plus vous focalisez votre attention sur et votre temps sur
obtenir le plus d'XP pour chaque partie jouée, donc pour chaque minute que vous jouez à ce jeu. Et au plus, ça vous donnera de l'énergie. Vous allez gagner de l'énergie pour jouer. Et au plus vous jouez de parties, et donc au plus vous gagnez de ressources. D'accord? Donc, dans l'organisation, c'est ça en fait. C'est que en vous focalisant sur gagner du temps pour optimiser et augmenter votre temps de jeu, vous vous focalisez sur l'XP, sur le gain d'XP. Et donc sur aller farmer et aller jouer les étapes les plus rentables en XP. Une fois que vous obtenez de l'XP, vous obtenez plus de parties pour jouer. Et au plus vous obtenez de parties, et au plus vous obtenez de ressources, de nourriture et de fer. Ces ressources, elles vont vous servir à quoi? Elles vont vous servir à faire évoluer votre camp. Et au plus vous faites évoluer votre camp rapidement, et surtout en vous focalisant sur, vraiment en portant votre attention uniquement sur l'évolution des bâtiments de ressources, et au plus ces mêmes bâtiments vont vous rapporter encore plus de ressources. D'accord? Et au plus vous aurez de ressources, au plus vous pourrez développer non seulement encore votre camp, mais aussi, ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est vous pourrez faire évoluer vos héros. D'accord? Donc, la logique, elle était là. C'est que 1 an dans ce jeu, c'est rien du tout. Vous avez des joueurs qui jouent depuis très 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 longtemps. D'accord? Depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans. Je sais plus, j'exagère peut-être, mais j'ai vu des joueurs qui jouaient vraiment depuis très 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 longtemps, depuis quasiment 4 ans. Si vous arrivez à maximiser vos chances de jeu en ayant en tête une stratégie de départ bien définie, vous allez obtenir les résultats que ces joueurs ont obtenus sur 3-4 ans, vous les obtiendrez en un temps relativement beaucoup plus court. Je m'avance peut-être un peu, mais vous allez diviser par 2 ce temps. Je vous donne un exemple. Moi, comme je vous l'expliquais, j'ai perdu beaucoup de temps avec mon premier compte, que j'ai toujours bien sûr, mais avec ce compte, je suis au niveau 63. Donc j'ai un compte qui a un peu plus de 3 ans et sur lequel je suis au niveau 63. Ce compte-ci que vous voyez là actuellement, le compte qui m'a servi d'expérience de jeu, il a 1 an et je suis à quelques XP, d'accord, à quelques jours de jeu de passer au niveau 60. C'est-à-dire que j'ai gagné quasiment en 1 an le niveau que j'ai gagné en plus de 3 ans sur mon compte principal. Donc ça, c'est une preuve, d'accord, c'est une démonstration comme quoi vraiment la stratégie que je vous ai conseillée toute cette année, elle est efficace. Est-ce qu'elle peut être plus efficace? Oui, elle aurait pu être encore plus efficace. Et ça, je me suis bien sûr rendu compte au fur et à mesure que j'évoluais dans le jeu. Si j'avais dû modifier quelque chose, si je devais modifier quelque chose, et s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire un petit peu mieux, c'est vraiment dans les étapes que j'ai farmées. Mon objectif, d'accord, c'était de vous faire arriver le plus rapidement possible en saison 1 à l'étape 12, province 9, puisque c'est l'étape la plus rentable quand on démarre, quand on est débutant, et la plus accessible. D'accord? Toutes les autres, c'est sympa, vous gagnez des petites choses, mais de XP. Mais le but, c'était vraiment d'arriver le plus rapidement possible ici, en étape 9. Maintenant, bien sûr, c'est pas la plus rentable en XP. Mais c'est pour moi la plus rentable de manière générale.
parce qu'elle permet d'obtenir un bon compromis entre les gains d'XP par énergie d'empire dépensée, en gain de nourriture et de fer, mais surtout en gain de matériaux de fabrication et d'évolution, et en recrues, puisqu'en moyenne, vous gagnez entre 9 et 11 recrues. Donc ce qui me permettait d'obtenir régulièrement des recrues, de la nourriture, des matériaux de fabrication, etc., etc. Mais malgré tout, ce que j'aurais dû rusher un petit peu plus, me presser un petit peu plus, c'était d'aller à l'étape 15 pour pouvoir avoir accès à la saison 2. Et à partir du moment où j'avais accès à la saison 2, je pouvais bénéficier tous les mois, rapidement, pendant 3 jours, bon maintenant c'est sur 2 jours, mais de la réduction de coûts pour jouer en saison 2, d'accord, c'est l'Atlantide, d'accord, l'essor de l'Atlantide, chaque mois où le coût pour jouer en Atlantide, il est divisé par 2. Par contre, toutes les récompenses sont multipliées par 2. Donc, je pense que si je m'étais pressé un petit peu plus pour accéder à la saison 2, j'aurais largement dépassé les niveaux 60 depuis longtemps. Bon, attention, hein, j'ai pas perdu trop de temps non plus. Hein, j'ai atteint la saison 2 quand même dans les tout premiers mois, mais j'aurais pu gagner peut-être 1 ou 2 mois. Je pense 1 ou 2 mois de farming là-dessus. Et de la même manière, ça aurait été d'accéder à la saison 3 assez rapidement, puisque j'ai tardé un petit peu pour la saison 3. Donc ça se joue sur pas grand chose, hein, mais si j'avais pu accéder, pas si j'avais pu, c'est que si j'avais quelque chose à reprendre encore dans cette stratégie, ce serait vraiment ça. Vraiment reprendre un petit peu, on va dire, mon ascension en Atlantide et mon ascension en Valhalla, voilà, en saison 3. Puisque aujourd'hui, si vous, voilà, pour vous donner une information, mais à l'heure actuelle, c'est même si on n'est plus du tout dans l'essor dans le Valhalla Forever, et donc dans la réduction des coûts pour jouer, mais je continue malgré tout de farmer en saison 3. Pourquoi ? Parce que le gain d'XP il est intéressant par rapport à l'énergie d'empire dépensée, d'accord ? Donc je farme l'étape 8 quand je le joue personnellement, d'accord ? Sinon, si je veux jouer en automatique, c'est vrai que j'ai quand même toujours un petit peu des fois ça m'arrive de perdre un petit peu quelques parties sur cette province 10, parce que j'ai pas un deck encore assez solide pour le faire les doigts dans le nez. Donc je me rabats sur la province 9, étape 9, et là c'est assez easy, quoi. Mais de manière générale, si je devais vous conseiller, c'est vraiment de continuer de farmer ces provinces-là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le calcul, hein, j'arrête pas de vous le dire depuis un an, mais avant de jouer certaines parties, calculez le ratio. Calculez combien de parties vous pouvez jouer avec le nombre de drapeaux d'énergie d'empire que vous avez, le nombre d'XP gagnés par partie, et combien ces parties vous coûtent. Si vous devez dépenser 6 drapeaux d'énergie d'empire ici, et que le gain d'XP il est inférieur, donc d'accord, vous allez gagner, mettons, 2000, si je ne me trompe pas, c'est 2345 XP. Mais divisé par 6, ça fait 390 XP. Si ça avait été divisé par 7 ou par 8,
ça aurait fait moins de 340 ou moins de 320 XP par drapeau d'énergie d'Empire dépensé. Et donc, ça aurait été moins rentable que d'aller farmer la, la province, pardon, la province 12, étape 9. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment c'est vraiment, ça se calcule. Pareil pour les événements défis, pareil pour les quêtes. Voilà. Là, par exemple, vous voyez, au niveau des ressources, je farm les deux premières étapes de quête, mais là, 8 drapeaux d'énergie dépensés pour les 2800 et des brouettes XP à gagner, c'est moins rentable que, que ce que je fais en saison, en saison 3, province 9. Comprenez? Donc tout ça, ça se calcule, et c'est tous ces calculs qui m'ont permis à chaque fois de viser des provinces qui étaient rentables. Et pour moi, donc je vous redonne ma définition de la rentabilité sur une étape. On ne définit pas pour moi, encore une fois, hein, ça n'engage que moi, une étape si elle n'est rentable que sur un seul point. D'accord? J'en reviens encore, parce que dans l'Alliance, il y a encore pas si longtemps, on a eu un petit peu cet échange entre nous, et moi je trouve ça toujours très intéressant d'échanger sur les raisons qui poussent aussi bien mes camarades dans l'Alliance que la plupart des joueurs avec qui je discute, et avec lesquels j'ai déjà joué par le passé, et où ça me ramène à tout ce temps que j'ai perdu à écouter les conseils de certains joueurs qui justement farmaient certaines étapes pour avoir que des sacs à dos, que des épées, que des ci, que des là, et où au final, en fait, vous perdez beaucoup de temps. Et comme je vous l'ai expliqué, le temps est la ressource la plus précieuse dans ce jeu. Donc, au final, on court toujours après quelque chose, après une ressource en particulier. Et le but de ma stratégie était d'arriver assez rapidement dans le jeu à ne plus avoir à courir après tous ces objets, tous ces détails. Donc quand je vais aujourd'hui farmer en Atlantide, ou quand je vais farmer en saison 3 en Valhalla, j'ai pas besoin de me poser la question, est-ce que je dois farmer telle ou telle étape pour avoir plus de sacs à dos, plus de pépites, plus de recrues, plus de ci, plus de là, puisqu'au final je vais tout simplement choisir l'étape qui est la plus rentable en termes d'XP, puisque je vous le répète, hein, pour moi l'XP est lié au temps, et donc à partir du moment où vous avez de l'XP et du temps, vous avez plus de ressources. C'est tout simplement, c'est assez logique en fait. Et si je continue de farmer les étapes les plus rentables en XP, elles sont aussi rentables en ressources. Si vous allez en saison 1, par exemple, vous allez farmer les étapes, les provinces 20, 21, 22, 23, voilà. Forcément, vous allez avoir un gain d'XP conséquent. L'étape 20, la province 20, étape 4, souvent, ou 7, voilà, vous avez des bons ratios d'XP par drapeau d'énergie d'Empire dépensé, et vous avez aussi des ressources qui sont assez conséquentes. Mais vous gagnez moins par exemple, vous gagnez moins de recrues, vous gagnez moins peut-être de certaines petites objets de fabrication de matériaux d'évolution. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup alterné et beaucoup farmé la province 12, étape 9, puisque dans le ratio, ce dont j'avais besoin, c'était aussi des recrues pour pouvoir stocker mes ressources de jambon. D'accord? Donc, j'ai fait le choix de ne pas aller chercher le maximum d'XP, mais d'aller chercher quand même une étape qui me rapporte quand même
beaucoup d'XP, et qui est quand même une des plus rentables, en XP, mais également en recrue, en sac à dos, en épée, en habit de lambeau, etc. etc. Vous comprenez? Et c'est ça pour moi une étape rentable. C'est pas une étape qui est rentable juste sur une seule chose. C'est une étape qui est rentable sur un ensemble des ressources qui vont vous permettre d'évoluer rapidement. Ce qui va faire que aujourd'hui vous arrivez, comme moi, pour certains, à ne plus avoir à réfléchir sur quelle est l'étape à farmer pour avoir telle ou telle ressource. Je n'ai plus besoin de courir après ces ressources. Je les ai déjà. Je les ai accumulées, elles sont acquises, et j'en ai tellement accumulé qu'en fait, je n'ai plus besoin d'y penser. Je vous donne un exemple, hein, les sacs à dos ou les épées d'entraînement. D'accord, je reviens sur cet exemple-là, mais vous imaginez le temps qu'il faut pour accumuler tout ça. Les épées d'entraînement, j'en gagnerai régulièrement, j'en dépense régulièrement. Quand je farme en événement défi, quand je farme en saison 2 ou quand je farme en saison 3, quand c'est à coût réduit, je ne vais pas faire les étapes les plus rentables que pour les épées. Je farme les étapes qui sont le plus rentables de manière générale. Et je vise toujours l'XP. D'accord? Mais forcément, je gagne beaucoup de ces objets. Et donc, j'ai beau en dépenser des centaines et des milliers, dans la manière dont je farme ces étapes-là, j'en gagne malgré tout des centaines et des milliers. Donc, quand vous commencez à dépenser ces ressources-là dans vos camps d'entraînement, il faut du temps pour les épuiser. Et le temps que vous allez passer pour les épuiser, vous allez revenir sur les étapes et vous allez continuer de farmer, donc vous allez continuer de les accumuler. Sachant que dépenser ces ressources de manière intelligente est aussi important. Par exemple, je vais focaliser sur certains héros et je sais très bien quel type de héros je vais aller chercher. Vous voyez? Mais je ne vais pas m'amuser à aller dépenser à tort 9000 sacs à dos pour aller faire évoluer des 3 étoiles. Vous comprenez? Si aujourd'hui, dans mes camps d'entraînement, je dois dépenser des sacs à dos, des épées et des habits d'un lambeau, ce sera pour faire évoluer mes héros 5 étoiles. Et certains 4 étoiles. Vous comprenez? Parce que si je veux faire évoluer mes 3 étoiles, j'ai mon camp d'entraînement 3, j'ai mon camp d'entraînement 11, j'ai mon camp d'entraînement 4. Voilà, vous voyez, le camp d'entraînement 11, je le laisse tourner quelques semaines, ça fait plusieurs centaines de héros à collecter, c'est réglé. Vous voyez, là déjà c'est simple, hein. Vous voyez, là je peux collecter 444 héros, ça fait déjà un héros 3 étoiles et demi à monter. C'est-à-dire qu'il faut 277 héros, une étoile pour faire évoluer un héros 3 étoiles au maximum. Là, sachant qu'il y a en plus des héros 2 étoiles, donc ça peut même aller plus vite. Là, avec les 444 que j'ai collectés, je peux quasiment faire évoluer 2 héros 3 étoiles. Là, comme ça, maintenant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas toutes ces ressources que j'ai accumulées ici, ce n'est pas pour aller les dépenser pour des héros 3 étoiles. C'est pour aller les dépenser pour des héros 5 étoiles. Et les héros 5 étoiles, il ne faut pas 9000 sacs à dos pour faire évoluer un 5 étoiles. Il en faut en moyenne entre 1500 et 1900. D'accord? Il faut 1980 héros, une étoile pour compléter le niveau d'un 5 étoiles, pour faire évoluer un héros 5 étoiles jusqu'au bout. D'accord? Plus bien sûr les matériaux d'évolution 4 étoiles et 3 étoiles. Mais en termes de héros 1 étoile et 2 étoiles, voilà. Enfin du moins en termes de héros 1 étoile, il faut presque 2000
€ une étoile pour maximiser 1 € 5 étoiles. Donc quand vous avez 9000 sacs à dos, 5700 épées et 8363 habits en lambeaux, bon, autant vous dire que des 5 étoiles, je peux en monter à l'appel. Hein. Une expérience que j'avais faite sur mon compte principal, je l'ai pas vraiment filmé, mais c'était un défi que je m'étais lancé. Pareil, c'était pour prouver à mes collègues que je pouvais monter plusieurs héros 5 étoiles en même temps. Et j'ai donc monté dans mon deck 5 héros 5 étoiles, donc un de chaque couleur, en même temps, le même jour. Donc j'ai vidé mes camps d'entraînement, j'ai vidé mes stocks de nourriture et j'ai monté 5 héros 5 étoiles en même temps. Donc, vous voyez, c'est le principe de ce jeu. Quand on est en free-to-play, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas d'argent pour avancer dans le jeu, il faut penser toutes ces stratégies. Et au plus rapidement vous les pensez, et au plus rapidement vous les mettez en place, et plus rapidement vous serez libéré de toutes ces contraintes. Voilà. Donc voilà ce que j'aurais changé, ce que j'aurais fait de différent si j'avais... alors pas de différent, mais que j'aurais... Les points sur lesquels j'aurais vraiment accéléré dans ma stratégie, c'est vraiment accéder donc plus rapidement à la saison 2 et à la saison 3. Voilà. Pour pouvoir farmer comme je le fais aujourd'hui, principalement, même sans les événements, les provinces 10 et 9, de manière en automatique, pour gagner aussi bien de l'XP que des recrues, que les matériaux d'évolution de fabrication intéressants. Voilà. Ensuite, et si j'avais été pay to win, qu'est-ce que cela aurait changé? Encore une fois, je l'ai répété beaucoup dans mes premières vidéos, il n'y a absolument aucun mal à dépenser de l'argent dans le jeu. D'accord? Chacun dépense son argent, comme il a envie de dépenser, c'est pas à moi à juger, et on n'est pas là pour juger en fait. Ce qui me dérange dans la manière dont les gens dépensent leur argent, c'est que, j'en reviens encore une fois au conseil. Qui est-ce que vous écoutez? D'accord? Quand vous écoutez les conseils des gens des gros joueurs, hein, principalement, ils dépensent dans beaucoup de choses, que ce soit dans beaucoup... Ils prennent... Donc généralement, il y a l'offre VIP. Alors l'offre VIP, on va aller voir, c'est quoi? C'est pour obtenir donc 30 gemmes quotidiennes, 3 emblèmes de classe quotidiens, 3 tickets butins quotidiens, et surtout vous avez un deuxième maçon. Donc le deuxième maçon, ça vous permet de construire vos bâtiments plus vite. Seulement pour construire vos bâtiments plus vite, il faut aussi avoir des ressources. On en revient à la même chose, hein. C'est que vous avez beau avoir 2 maçons, si vous n'avez pas suffisamment de jambon en stock ou de fer en stock, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire évoluer vos bâtiments, surtout quand vous arrivez à des niveaux aussi avancés que maintenant, qui vous vident littéralement vos stocks de fer, d'accord, ou vos stocks de nourriture, quand vous faites l'évolution d'un bâtiment, comment vous voulez faire pour faire travailler 2 maçons en même temps si vous n'avez pas les ressources nécessaires? Ça veut dire qu'il faut aussi dépenser pour les ressources pour pouvoir faire travailler vos 2 maçons. D'accord? Donc vous avez principalement ça. Vous avez ceux qui prennent aussi dépenser le passe-courage. Donc ça, c'est des petites offres en fait. On le voit, en termes de gemmes, il y a beaucoup, hein, il y a un petit peu de tout. Vous avez les ressources. D'accord? Regardez ce que ça coûte pour remplir les nourritures, pour remplir
voilà, le faire, c'est juste pharaonique, quoi. Alors, honnêtement, je connais absolument personne qui dépense de l'argent pour des objets de combat. Ça va vraiment, je ne connais pas. Les offres à la une, alors ça c'est voilà, pour obtenir des avatars. Bon, voilà, ça j'en connais quand même pas mal qui dépensent dans les avatars. Les coffres de combat, les coffres de guerrier. Voilà, et puis vous avez les offres, les offres de jeu, hein, les offres ici, souvent les offres d'événements. Voilà. Donc ça peut faire beaucoup, beaucoup. Et je vous assure, j'ai été quand même assez surpris de savoir que d'apprendre qu'il y a des joueurs qui dépensent plusieurs centaines d'euros par mois. Je le répète, hein, plusieurs centaines d'euros par mois pour obtenir ces ressources. Alors, donc la grande question, c'est que voilà, quel est l'intérêt de dépenser autant d'argent pour finalement avoir des ressources principales que vous pouvez avoir en mettant une stratégie qui ne vous coûte pas un rond, alors certes, plus de temps, d'accord, puisqu'on parle de temps. Là, si on veut vraiment l'objectif normalement des joueurs qui dépensent de l'argent, si j'avais été pay to win, mon objectif, ça aurait été du coup d'optimiser encore plus le temps. Seulement, est-ce qu'en payant, on peut vraiment optimiser vraiment le temps? C'est assez compliqué puisque il faudrait payer des sommes pharaoniques pour optimiser le temps. Donc je ne suis pas sûr qu'en dépensant vraiment ces sommes-là, des sommes assez conséquentes, j'aurais vraiment pu optimiser le temps pour l'évolution des bâtiments, par exemple. Là, quand vous voyez qu'il faut dépenser 534 gemmes pour finir et passer la tente, alors la boutique, il me faudrait dépenser, donc je peux pas prendre, il faudrait que je prenne l'offre à 5,49 ici pour avoir 400 gemmes, plus l'offre à 1,09€, donc ça ferait aller 7 euros. 7 euros pour passer, pour gagner un jour et 15 heures. Si tous les jours vous êtes obligé de répercuter cette somme-là, à la fin du mois, vous avez dépensé combien? D'accord? Donc on en revient à la même chose, ça vous fait dépenser beaucoup d'argent. Si j'avais été pay to win, honnêtement, j'aurais peut-être pris le pass VIP, peut-être. Je l'aurais pris pourquoi? Je l'aurais pris pour les gemmes, puisque 30 gemmes quotidiens, en termes de rentabilité au niveau des gemmes, il me semble, alors je peux me tromper, hein, mais selon mes calculs, il me semble que c'est quand même le plus rentable. Puisque si j'ai ma petite calculatrice pas loin, vous avez 30 gemmes quotidiens. Multiplié par 30 jours, ça fait 900 gemmes par mois. Ça veut dire que sur 2 mois, vous gagnez, juste avec le pass VIP, 1800 gemmes. Ok? Le pass VIP, il est à 5,49€. Des fois, il y a des petites périodes où il propose même à 3 euros ou 4 euros pour un mois. Donc, allez. Mais quand même, vous le payez 5,49€. Ça fait un peu plus d'11 euros pour 2 mois. Pour avoir 1800 gemmes. Là, si vous regardez 1800 gemmes, c'est 21,80€, c'est 22 euros. Ok? Donc là, vous dépensez 22 euros pour avoir 1800 gemmes de suite. Mais si vous attendez et que vous prenez un pass VIP à 5 euros,
en 2 mois et 12 euros, vous avez, donc vous avez économisé 10 euros et vous avez 1800 gemmes. Certes, la seule chose que vous n'avez pas gagné, c'est le temps, puisque là, vous l'avez de suite, et qu'avec le pass VIP, il faut attendre 2 mois. Okay, mais vous avez économisé 10 euros. Sans compter que des gemmes, dans le jeu, on en gagne quotidiennement. D'accord? Donc, vous serez plus facilement aux alentours des 2000, 2100 gemmes au bout de 2 mois que des 1800 gemmes. Donc, voilà, j'aurais plutôt pris cette option-là, le pass VIP. Le pass courage, je vais être honnête, je suis pas sûr que je l'aurais pris. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je ne participe absolument pas à la voie du courage. C'est vraiment, c'est vraiment un mode de jeu. Enfin, je prends les récompenses qu'il y a à prendre, c'est super, mais je fais pas tout mon possible pour compléter la voie du courage. D'ailleurs, je l'ai jamais fini, aussi bien sur mon compte avancé que sur mon compte celui-ci pour le petit compte. Je l'ai jamais, j'ai jamais complété depuis qu'ils l'ont mis en place. Je sais pas, c'est pas. Je vais expliquer. Voilà, en fait, c'est aussi ça. C'est aussi un élément clé. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai cherché à gagner du temps et j'ai réussi à être quasiment au niveau 60 en un an? C'est aussi parce que je ne me plie pas à la voie du courage. Quand vous avez l'essor de l'Atlantide, d'accord, donc vous avez l'événement saison 2 et l'événement saison 3, et que les événements quotidiens, d'accord, les défis quotidiens, c'est de vous faire, de vous frapper 4 étapes à 6 étapes en saison 1 ou en saison 3 alors que c'est l'événement de la saison 2, et en plus dans des provinces bien spécifiques qui ne sont absolument pas rentables en termes d'XP et en termes de ressources. Tout ça pour gagner 150 points courage. Clairement, c'est tout sauf optimal. D'accord? C'est vraiment pas des défis sur lesquels je me consacre parce qu'en fait, ils ont aucune valeur. Vraiment. Donc, aller dépenser 11 euros encore pour avoir les récompenses là. Et honnêtement, les récompenses, je suis désolé, mais vraiment, voilà. Je me rendais compte que pour avoir des trucs un peu intéressants, il faut avoir, voilà quoi, il faut atteindre le niveau 33 pour avoir au moins 200 pièces souterrains, des matériaux d'évolution, là, 3 étoiles. Il y a encore vraiment, je sais pas, c'est vraiment, ouais, elle est sans emblème, voilà, ça, au niveau 46 quoi. Non, vraiment, c'est pas du tout là que je vous aurais mis. Par contre, je vous aurais mis vraiment dans les tickets butins. Ça, par contre, je vous accorde que les tickets butins, c'est vraiment le seul, vraiment le seul endroit, les seules offres que j'accepterais, d'accord, où j'aurais accepté de payer de l'argent. Vraiment, si j'étais un pay to win, si j'acceptais de dépenser un minimum d'argent, ce serait vraiment dans les tickets butins. Avant même les gemmes, hein. Vraiment, c'est vraiment je pense, l'aspect numéro 1 où j'aurais dépensé de l'argent, c'est les tickets butins. Parce que quand vous avez beaucoup de tickets butins, vous, vous avez la possibilité de gagner énormément de temps dans le farming, surtout dans le farming en saison 2 et saison 3. Surtout saison 3 en fait, parce que la saison 3 est quand même nettement plus rentable que la saison 2. Donc par exemple, si j'avais là 200, 300, 400, 500, 1000 tickets butins, tous les mois, je les dépenserais vraiment
province 10, étape 10 ou 9. Enfin, je ferai l'étape 10, puisque c'est la plus rentable de la saison. C'est une des plus rentables de la saison 3. Pour moi, c'est la plus rentable. Après, voilà, il y a encore des débats sur oui, non, c'est la plus rentable, c'est pas la plus rentable. Chacun est libre de penser comme il le souhaite. Encore une fois, je n'ai absolument pas la prétention de penser que j'ai les réponses à tout dans ce jeu. Moi, je vous explique simplement que m'a semblé quand même, j'ai fait beaucoup de calculs. J'ai retourné la saison 3 de toutes les manières possibles, tout comme la saison 2. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur la saison 2, où je vous disais d'arrêter d'aller dépenser des tickets butins, de l'argent, ou d'aller farmer des étapes qui coûtent beaucoup d'énergie d'Empire à jouer et qui sont absolument pas rentables en XP. D'accord? Et je vous ai démontré, encore une fois, je l'ai démontré, que les récompenses ne sont pas mieux. D'accord? Ne sont pas mieux quand vous farmez certaines de ces étapes qui étaient conseillées à droite à gauche. Donc voilà. Là, si demain j'avais donc des centaines et des milliers de tickets butins à dépenser, je les dépenserai aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, à mon niveau, en saison 3, province 10, étape 10, qui est la plus rentable en XP, par drapeau d'énergie d'Empire dépensé, et qui rapporte autant de ressources et de recrues et de jambon et de fer que vous voulez que d'autres étapes, d'accord? Dans l'ensemble de toutes les récompenses, d'accord? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Dans l'ensemble, c'est rentable. C'est la plus rentable pour moi. Voilà. Donc si j'avais des tickets butins, je les dépenserais là. Et donc, en termes d'XP, je serais en un an, j'aurais largement pu être entre le niveau 65 70, peut-être même plus, mais au niveau entre le 65 et 70 en un an, en dépensant tous les mois pour des tickets butins, uniquement pour des tickets butins, avec un budget de... Je ne me rappelle plus exactement les offres tickets butins, mais je crois que c'est aux alentours de 10 euros aussi. Donc vous cumulez à la limite le pass VIP et tous les mois les tickets butins. Bon ben, vous faites... voilà quoi, vous avez un budget d'une vingtaine d'euros. Vous dépensez une vingtaine d'euros par mois pour le jeu. Et là, vous les dépensez sur des ressources et des objets qui vont vous permettre d'accumuler encore plus de ressources et d'objets. Et donc là, effectivement, si j'avais été pay to win, c'est comme ça que je dépenserais mon argent. D'accord? 20 euros, entre 15 et 20 euros par mois, uniquement en pass VIP et uniquement en ticket butin. Que ça. Parce que derrière, finalement, les héros, vous voyez, vous accumulez, avec un peu de patience, vous accumulez les jetons. Vous voyez, là, moi j'attends l'événement de Noël, parce qu'à Noël, il y a des héros qui m'intéressent, donc je dépenserai tous mes tickets, tous mes jetons d'or pendant Noël. Bon, les troupes, on le sait, aujourd'hui c'est les troupes ninja, voilà, donc là j'en ai 29. D'ici la prochaine tour, on verra, mais je dépenserai ça plus tard. Pareil, généralement, j'accumule les pièces défis. Là, j'attends d'en avoir une centaine et j'attends l'événement. L'événement, je ne me rappelle plus du nom. C'est là où vous avez Gardien Chacal, Gardien Faucon, voilà, qui sont des héros qui baissent la défense, qui ont des baisses de défense élémentaires et qui pour moi sont des héros à avoir impérativement dans son deck. Donc voilà, j'espère avoir une centaine de pièces défis d'ici que cet événement arrive et pouvoir essayer d'obtenir quelques bons 4 étoiles et 5 étoiles.
Pareil pour les pièces légendes, hein, j'attends d'en avoir 1000 et je ferai 10 invocations d'un coup, quoi. Voilà. Au final, une fois que vous avez toutes ces ressources, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'avoir des héros et les monter. Et donc de cibler les événements où vous allez chercher Essayez en tout cas d'aller chercher les héros qui vous intéressent le plus et qui peuvent s'adapter le plus facilement à votre deck. Donc voilà, écoutez les amis, voilà un petit peu, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette vidéo, qui est très très longue. Je crois que ça va être ma vidéo la plus longue, mais bon, en même temps, c'était le bilan et c'était important de... En tout cas, ça me tenait à cœur de revenir là-dessus et, euh, et de répondre un petit peu à ces questions. Donc voilà. Je vais rester free to play, je vous le cache pas. Mais encore une fois, je n'oublie pas, hein, je porte absolument aucun jugement sur ceux qui dépensent un petit peu d'argent tous les mois dans ce jeu. Si c'est un plaisir pour vous, faites-vous plaisir les amis. Et c'est le but, hein. On joue pour se faire plaisir. On joue pour passer un bon moment. Donc écoutez, en tout cas, je pourrais parler encore 2 heures, mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour les quelques personnes qui suivent ma chaîne. Vous n'êtes pas nombreux, hein, je n'ai pas une chaîne très populaire, mais en tout cas vous êtes quelques-uns à me suivre assidûment et régulièrement depuis le début. Je vous en remercie. Je tiens à remercier aussi Subarix, bien sûr. Subarix qui a eu la gentillesse de m'accueillir il y a un an dans son alliance l'école de Subarix. Je remercie d'ailleurs tous les amis, toutes les personnes de l'alliance, tous mes collègues, tous mes potes, voilà, donc ils sont là. Hein, Gallo, Lord, Darksider, Mana, tout ça, la Gargouille, voilà, MCA, la Darche, Chris, Well, Super Papa, bien sûr, mon collègue marseillais, le voisin, Samy, Samir Killer aussi, voilà, enfin, et tous les nouveaux, tous les derniers, les plus récents, hein, Navinette, Mana, Niba, King, Carnage, Odyss aussi bien sûr, qui était là bien avant moi, pardon, désolé Odyss, je t'ai oublié, mais qui est là depuis, qui est l'empèbre, comme on dit à Marseille, voilà, Titou, Elric, Stark, MTC Junior, Crappy, Rémi, Tangent, Lolo, Filou et Bipouille. Voilà, merci à vous tous. C'est top, super alliance. Voilà, donc merci à toi Soubarix pour m'avoir intégré à cette alliance et dans laquelle voilà, je me sens bien. C'est la première fois que je reste aussi longtemps dans une alliance et dans laquelle je me sens bien. Donc merci aux autres youtubeurs et autres grands joueurs euh, avec qui, euh, avec qui j'ai eu de très bons rapports et qui ont été très cordiaux. Donc le gros mort principalement, c'est lui qui a eu la gentillesse de m'intégrer au groupe de youtubeurs. Donc merci à lui. Voilà, donc bonne continuation à tous. Pour ma part, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons jeux. Je vous cache pas que c'est peut-être une des dernières vidéos que je ferai sur la chaîne. Je sais pas si je continuerai la chaîne dans le temps. Je la continuerai encore un tout petit peu, au moins jusqu'au niveau, jusqu'au Bastion 25 et finir de donner les derniers petits conseils. Mais globalement, j'ai fait un petit peu le tour et j'ai pas une chaîne basée sur les attaques, tout ça. Donc j'ai fait le tour des attaques en GDA, j'ai fait le tour des attaques Titan, tout ça, pour les joueurs qui ont
un deck principalement composé de 3 étoiles et de 4 étoiles. Donc voilà, donc c'est peut-être même une de mes dernières vidéos ou la dernière, je sais pas, on verra. Mais voilà, quoi, on verra. Je suis pas encore décidé, mais j'ai pas encore décidé de l'avenir que je donnerai à la chaîne, puisque de toute manière, j'ai pas tellement d'audience, donc c'est pas. Voilà, et puis j'ai pas fait ça, au final, j'ai pas tellement fait ça pour l'audience, hein, je vous rassure. J'ai vraiment fait ça pour le plaisir de partager avec vous ces stratégies et, et ce qui me semblait moins important dans le jeu. Voilà, donc écoutez, merci à vous tous encore une fois, profitez bien, misez-vous, kiffez et je vous donne peut-être rendez-vous à bientôt ou pas pour, euh, pour la suite des évolutions dans ce jeu. À bientôt les amis. Bye.